cette enquête-là qu'on a menée avec le mouvement associatif et qui a montré bon, à la fois une vraie diversité dans la manière dont les assos ont été impactés par la crise et en même temps une vraie fragilisation quand même du modèle socio-économique des associations, que ce soit en termes de perte de revenus, parce que forcément arrêt des activités et donc perte de revenus pour un certain nombre d'associations. Augmentation des dépenses aussi avec l'achat de matériel sanitaire, hein, que ce soit au niveau du gel, des masques, des gants, etc. Ça a été des petits investissements pour un certain nombre de structures. L'incertitude sur l'évolution des financements publics. Hein. Alors, un certain nombre de collectivités ont rapidement confirmé le maintien des subventions, mais ça n'a pas été le cas de tous les partenaires, ça n'a pas été le cas partout. Donc, il y a aussi cette incertitude qui a pesé sur le modèle des associations. Ensuite, il y a la baisse aussi des dons des entreprises. Pour un certain nombre d'associations, ça fait partie du modèle socio-économique de ces associations. Et certaines ont même hésité à recourir aussi au mécénat pendant cette période parce que les entreprises elles-mêmes ont été aussi fragilisées. Et enfin, la fragilisation des ressources bénévoles avec forcément une difficulté à s'impliquer et donc voilà, une manière de mener l'activité aussi qui a été mise en difficulté. Voilà, on voit bien que c'est tous les pans du modèle socio-éco des assos qui a été touché. Et face à ça, bon, l'État a réagi quand même de manière assez rapide et massive, que ce soit au niveau de l'emploi avec la mise en place du chômage partiel, que ce soit sur les pertes de revenus avec le fonds de solidarité, même s'il a pu être quand même relativement insuffisant à certains moments parce que ce n'était pas les 1 500 € du premier confinement qui ont pu permettre de couvrir généralement les pertes de revenus, mais voilà, ça a eu quand même le mérite d'exister. Et enfin, sur les problèmes de trésorerie aussi qu'on a pu voir au niveau de certaines assos, c'est vrai que les prêts garantis par l'État ont pu aider. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de soutiens qui ont été mis en place au niveau national, mais au niveau local aussi, et c'est un peu l'objet de notre table ronde aujourd'hui. Un certain nombre de soutiens ont été mis en place. On va prendre l'exemple là de 3 fonds de soutien qu'ont mis en place les différentes collectivités que je vais vous présenter. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Marie-Pierre Lepogam, qui est pour la ville de Saint-Herblain, qui est responsable du pôle soutien aux associations et qui va nous présenter le fonds de solidarité de la ville de Saint-Herblain. Françoise Nicole, qui est directrice de la Maison des associations de Lille et qui va nous présenter aussi le fonds d'urgence aux associations pour la ville de Lille. Et Noémie Colleux, qui est chef de projet au cadran à la ville de Nantes et qui va nous présenter le fonds de soutien au secteur associatif qui a été mis en place sur la ville. Voilà, donc on va dérouler juste pour vous présenter un petit peu comment on va organiser les choses cet après-midi. D'abord, évidemment, commencer par la présentation des 3 fonds de soutien avec à la fois la manière dont ils ont été mis en place, les constats qui ont amené à leur mise en place et puis leurs objectifs, mais aussi comment ils fonctionnent et quels résultats ils ont pu produire. À la suite de ce premier temps, on va avoir un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas, hein, je le rappelle, à l'aide du petit carré, du petit rond et du petit triangle, vous pouvez accéder et poser vos questions à cet endroit-là ou voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et ensuite, on fera une deuxième partie sur plutôt la manière dont le fonds de soutien a été mis en place au sein de la collectivité. Il y a eu beaucoup de travail interservice, notamment, qui a été mis en place à cette occasion, aussi de l'articulation avec d'autres dispositifs, etc. Donc, ça pourrait être intéressant de regarder un peu ces aspects-là aussi. Et enfin, on finira plutôt sur le bilan et les perspectives. Voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a été un peu plus compliqué, qu'est-ce que ça donne à voir aussi
des difficultés aujourd'hui du tissu associatif et peut-être quelles perspectives pour 2021 et plus, parce que là on voit que les craintes sont fortes à la fois du secteur associatif, sur les reprises d'activité, sur la manière de retrouver un lien avec la population, etc. Il y a des vrais enjeux aussi à cet endroit-là, et donc on essaiera de présenter un petit peu ça dans la troisième partie. Voilà, à ce niveau-là, je vais passer la parole à Marie-Pierre pour la première partie. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc Marie-Pierre, si tu veux bien nous présenter le fonds de soutien, la manière dont il s'est mis en place à Saint-Herblain. Oui, oui, tout à fait. Bonjour tout d'abord. Alors, je vais juste commencer d'ailleurs par préciser où est Saint-Herblain, parce que d'expérience au RNMA, j'ai vu qu'à partir d'une certaine hauteur vers le nord, on situe moins bien les villes. Donc Saint-Herblain, c'est une ville qui est en Loire-Atlantique, à l'ouest de Nantes. Elle est mitoyenne avec Nantes d'ailleurs, une ville de 45 000 habitants. Voilà. Cette ville, elle est composée principalement de 4 grands quartiers, dont 2 quartiers politiques de la ville, et qui sont reliés entre eux par un poumon vert, un grand parc qui traverse la ville de nord en sud, et dans lequel se déroulent beaucoup d'événements, soit en extérieur, soit dans des lieux dédiés, d'où, entre autres, c'est l'une des raisons, pas la seule, d'un fort tissu associatif et d'une relation très forte entre la ville et les associations. Alors, les élus herbinois sont, dans leur grande majorité, absolument en très grande proximité avec tous les acteurs locaux, et particulièrement avec les associations. Et ce qui fait que très vite, en mars, fin mars, début avril, ils ont pris conscience des difficultés. Déjà parce que tout de suite, des associations ont demandé des nouvelles de leurs subventions habituelles. Donc évidemment, la ville s'est maintenue, s'est positionnée en maintenant les subventions attribuées, malgré la baisse d'activité, etc. Mais les élus ont voulu aller un petit peu plus loin dans la proposition qui a été faite, et ils ont voulu créer une subvention exceptionnelle, guillemets, Covid. Voilà. Donc, ils ont demandé au service d'y réfléchir un petit peu, avec l'idée de créer un outil, vraiment un outil simple, un dossier le plus possible allégé, particulièrement pour les associations déjà connues de la ville, c'est-à-dire hors de question de demander 25 pages pour redemander des documents que des associations avaient déjà fournis il y a quelques mois pour une demande de subvention de fonctionnement. Mais par contre, ce qu'ils ont voulu vraiment, c'est pouvoir faire une analyse fine des variations de recettes et de dépenses liées à la crise sanitaire, et surtout pouvoir voir précisément comment l'association était ou pas en capacité d'absorber cet écart par rapport au budget prévisionnel. Voilà, c'est ainsi qu'est né le Fonds herbinois de solidarité pour le secteur associatif. C'est un fonds qui se veut souple et réactif, qui donc ne possède ni plancher ni plafond. Toutes les demandes sont créées au cas par cas. Voilà. Les associations peuvent consulter le règlement général sur le site internet de la ville et télécharger le dossier de demande de subvention à cet endroit-là. Il a été créé, donc, ce fonds au conseil municipal de mai 2020. Et il a été doté d'un fonds de 100 000 € avec l'annonce de possibilités de présentation de dossiers à partir du conseil municipal d'octobre. Alors, ça peut sembler long entre mai et octobre, mais en fait, quand on est à l'instruction, c'est pas long du tout. C'est pas long du tout. Sachant que pour les situations vraiment d'urgence, il y avait la possibilité pour le maire, puisque le conseil municipal avait délibéré en ce sens, dans la période d'état d'urgence sanitaire, de pouvoir attribuer des subventions exceptionnelles. Ça s'était rendu possible par l'ordonnance du 1er avril 2020. Donc, pour préciser un peu quelles associations ont été visées, ben là aussi, c'est vraiment assez large. C'est-à-dire que c'est toute association qui porte des missions d'intérêt général pour les Herbinois.
que cette association soit implantée sur le territoire ou qu'elle agisse sur le territoire de la commune, quel que soit son secteur d'activité, à partir du moment où elle a été fragilisée par les effets de la pandémie et où sa pérennité économique pourrait être remise en cause par cette pandémie, enfin, par les effets de cette pandémie, pardon. Sur la question des domaines d'activité, je disais tout domaine parce que là, on s'appuie vraiment sur les domaines habituels de droit commun à la ville. Donc, je vais les citer assez rapidement. Je ne pense pas que vous entendiez des mots que vous ne connaissez pas. Il y a le domaine de la culture, le domaine du sport, la vie associative, l'action socioculturelle et l'action éducative, la solidarité, la citoyenneté et l'égalité des droits, la prévention, l'environnement et l'écologie et la solidarité internationale. Là, c'est pour la porte d'entrée. Après, effectivement, sur les critères, il y a eu la prise en compte là des critères habituels. Donc, les critères habituels pour toute demande d'instruction de subvention ou même toute demande de soutien, de mise à disposition de locaux, etc. Ce qui est regardé par les élus, c'est le fait associatif et la situation structurelle de l'association, son impact sur la vie locale et l'intérêt général de son action, la participation au développement du territoire, le secteur et la nature de l'activité, la situation financière de l'association, les autres aides dont elle bénéficie et l'objet de sa demande. Et plus spécifiquement, pour ce fonds herbinois de solidarité pour le secteur associatif, il y avait 2 motifs d'intervention qui ont été retenus. Le premier motif, c'est une activité nouvelle liée aux obligations résultant de la Covid-19, et notamment toute nouvelle action de solidarité liée à la crise qui aurait pu être mise en place par une association. Et deuxièmement, l'annulation d'activités ou de manifestations, de projets qui auraient entraîné une perte de recettes ou un maintien de dépenses. Et un maintien de dépenses, on a vu que les deux étaient possibles, non couvertes du fait de l'épidémie. Donc voilà sur cette présentation des critères. Sur les modalités de l'instruction, là non plus, rien de bien original à Saint-Herblain parce que vraiment de manière très habituelle, toute demande de subvention est instruite à 2 niveaux. Il y a d'abord une instruction technique croisée, c'est-à-dire que la porte d'entrée pour toutes les demandes, la ville de Saint-Herblain, c'est vraiment le service vie associative et action socioculturelle. Et ce service fait une première instruction de toute demande qui est complétée en fait par les référents thématiques, par les directions thématiques qui sont liées aux demandeurs. Et là, on a fait un petit écart par rapport à d'habitude, vraiment à cause de la charge supplémentaire de travail qui a été donnée. Là où d'habitude, c'est le pôle soutien aux associations qui assure l'analyse comptable qui est déjà faite lors de tout dossier. Là, on a bénéficié du soutien bienvenu, je vous assure, de la direction prospective, évaluation et contrôle de gestion, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le souhait des élus était vraiment d'aller finement regarder la capacité de l'association à absorber les écarts de recettes liés aux effets de la pandémie. Et évidemment, la deuxième instruction, elle est politique et les élus ont voulu mettre en place plusieurs lieux de présentation des dossiers et donc dans un ordre chronologique, il y a eu d'abord, les dossiers sont d'abord présentés au bureau municipal et ensuite à la conférence des présidents de groupe. Donc la conférence des présidents de groupe, c'est une nouvelle instance qui a été créée en mars 2020 et qui rassemble tous les présidents de groupes politiques qui composent le conseil municipal. Et ensuite, donc, cette conférence des présidents de groupe déterminait des propositions à soumettre au conseil municipal pour validation des demandes. Voilà, donc après sur le détail, je pense qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Pour vous donner un petit peu voilà, le nombre de dossiers qui ont été déposés en 2020, ça a été 22 dossiers. 22 dossiers qui se répartissent dans le domaine de la culture pour 3 d'entre eux, 4 dossiers pour le sport, 1 dossier dans le domaine de la vie associative, 4 dossiers dans l'action éducative, 7 dossiers pour la solidarité et 3 dossiers pour les relations internationales. Un dossier était lié à une nouvelle action de solidarité mise en œuvre. Les 21 autres étaient plutôt des dossiers liés à des pertes de recettes et à des frais supplémentaires
dans le contexte de la pandémie. Pour vous préciser aussi, sur ces 22 dossiers, il y avait 17 associations employeuses qui ont déposé un dossier, donc 5 non-employeuses. Elles avaient des volumes annuels financiers qui allaient de 14 000 € à 7 millions d'euros. Donc, on voit vraiment des associations avec des profils très divers. Voilà. Et on peut noter qu'une association, alors on le note parce qu'on a trouvé ça super chouette, une association a retiré sa demande puisqu'elle avait entre-temps trouvé un financement dans le cadre du mécénat et donc elle nous a appelé en disant bah non, je préfère laisser cette part de l'enveloppe pour d'autres qui en auront vraiment besoin. Donc, on a trouvé ça super chouette aussi. Voilà, donc au conseil municipal d'octobre, 10 subventions ont été attribuées pour des montants de 1 500 € à 20 000 € et pour un total de 55 200 €. Pour le conseil municipal de décembre, on attend de voir le 14 décembre ce que le conseil municipal va valider. Mais on avance, on a encore un peu de marge dans l'enveloppe, comme vous voyez, sur un fonds de 100 000 €. Et on devrait pouvoir répondre à un certain nombre des demandes. Voilà. Le mode de versement, il est celui vraiment d'une subvention exceptionnelle habituelle, donc un versement a priori en une fois, qui par dérogation peut pourquoi pas être en 2 fois si c'est nécessaire, et bien sûr avec une convention financière si l'aide totale subvention plus valorisation dépasse les 23 000 € sur l'année. Parce que, oui, ce que je dois préciser, c'est que certains de ces dossiers ont été déposés par des associations qui, par ailleurs, avaient déjà déposé un autre dossier de demande de subvention, que ce soit de fonctionnement, de subvention au projet, de subvention de solidarité internationale, puisque ça existe chez nous. Donc, la compatibilité existe, quoi. Donc, voilà un petit peu les éléments sur la manière dont ça s'est déroulé sur Saint-Herblain. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup Marie-Pierre pour ces propos. Ça m'a l'air d'être extrêmement limpide pour les uns et les autres parce qu'il n'y a pour l'instant aucune question, mais voilà, je vous le rappelle, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors là, les formuler soit dans le chat, soit dans le petit outil fait pour ça qui s'appelle questions voilà, en haut à droite. Je vais passer la parole à Françoise pour qu'elle nous présente un peu le fonds d'urgence qui a été mis en place sur Lille. D'ailleurs, c'est peut-être pas le bon nom, fonds d'urgence, Françoise. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Bonjour à tous. Donc Françoise pour la ville de Lille. Donc durant le confinement, les élus lillois ont souhaité effectivement on pensait au fond à un fonds de soutien, ils l'ont plutôt appelé fonds de soutien, d'une hauteur d'1 million d'euros. C'était vraiment une volonté politique d'aider les associations qui suivaient d'ailleurs, que ce soit les associations qui étaient confinées, qui ne pouvaient plus travailler, ou les associations qui d'ailleurs étaient très très présentes à Lille sur le terrain en direction des publics les plus précaires. Donc, alors ils nous ont demandé, ils ont fait appel à la MDA dans un premier temps et nous ont demandé de recenser un petit peu les difficultés rencontrées par les associations au moment même du confinement. Donc, on a travaillé avec les services de la politique de la ville. Je rappelle que Lille, c'est une ville avec 10 quartiers lillois et 10 chefs de projet politiques de la ville. Donc, ils travaillent plutôt avec les associations de quartier. Et aidé de ces chefs de projet, on a commencé à recenser les difficultés que les associations pouvaient rencontrer ou étaient susceptibles de rencontrer par la suite, donc toujours liées à la pandémie. Donc, fort de ce constat, les élus nous ont demandé d'écrire des critères d'obtention de ce fonds de soutien. Donc, les critères, on s'est vraiment basé sur les difficultés que les assos ont rencontrées à ce moment-là. Donc, ils étaient de tout poil, ces critères. Hein. Ça pouvait être des critères, c'était bien évidemment des critères financiers, hein, liés à des pertes de recettes, fermeture d'équipements. Ça pouvait être des critères matériels ou d'investissement dans du matériel Covido-compatible, on va dire, ou d'investissement en matériel pour les gestes barrières. Enfin, à l'époque, souvenez-vous, pas trop de masques, pas trop de gel hydroalcoolique, de désinfectants. Enfin, vraiment, les critères étaient divers et variés.
Donc, fort de ça, les élus ont validé les critères et nous ont demandé d'imaginer un dossier. Alors alors là, on a fait un benchmark. On est allé voir un petit peu ce qui se passait dans d'autres villes. Bon, je me souviens qu'à l'époque, on a un peu galéré parce qu'il ne se passait pas grand-chose, ou en tout cas pas grand-chose de connu. Donc, je me suis surtout basée sur la ville de Bordeaux, qui avait lancé un fonds vraiment au tout début de confinement. Et donc, on a vraiment créé un dossier spécifique, spécial, fonds de soutien. Et à ce dossier, on a créé une fiche un peu type parce qu'on s'est dit le dossier, les élus ne vont pas lire tous les dossiers. Donc, on a créé une fiche type qui pouvait servir au moment de l'instruction. Alors, toutes les associations étaient susceptibles d'être accompagnées par ce fonds. Alors, toutes thématiques confondues et associations, qu'elles soient de très grosses associations ou que ce soit des petites associations, à partir du moment où elles pouvaient justifier l'impact Covid dans le cadre de leur mission associative. On n'a vraiment pas fait de distinction entre les thématiques ou les associations. Donc, on a reçu en tout et pour tout 122 dossiers de demandes, donc toute association confondue, petite ou grande. Et sur l'île, ça s'est fait en 3 temps. Les élus avaient souhaité qu'il y ait 3 dates de dépôt de dossier et 3 dates d'instruction. Donc, il y a une première date en juin, une seconde en juillet et une troisième en septembre. Parce qu'on se doutait bien que l'impact pouvait peut-être se produire un peu après. D'ailleurs, on a constaté qu'en septembre, on avait beaucoup plus de dossiers qu'en juin et en juillet. Donc, on voit bien le rebond qu'a pu engendrer l'épidémie. Donc, sur les 1 million d'euros, on a fait le choix aussi au niveau de la ville de Lille, parce qu'on sait tous que le paiement des subventions est un peu long. Donc, pour traiter notamment les situations très, très urgentes, parce qu'on regardait beaucoup dans l'instruction des dossiers la trésorerie de l'association, même si parfois ça ne veut pas dire grand-chose sur une grosse association, mais néanmoins, certaines situations de trésorerie étaient vraiment dramatiques. Donc, pour pallier à cette urgence, on a octroyé sur le fonds d'1 million d'euros, on a octroyé 350 000 euros à la Fondation de Lille, qui pouvait en gros payer quasi en une semaine, verser sur les comptes associatifs en une semaine, alors que nous, on le fait en 1 mois, en fait. Donc ça, c'était vraiment sur les situations urgentes. Donc sur les 122 dossiers déposés, 110 ont été financés. Alors soit via la Fondation, soit via les subventions, sachant que parfois, dans l'urgence, en juin par exemple, on octroyait via la Fondation une aide à une association et qu'on réétudiait parfois son dossier en juillet ou en septembre pour lui donner un complément, mais là plutôt sous forme de subvention. Sur le mode d'instruction, donc les dossiers, alors la MDA était vraiment centraliser l'ensemble des dossiers sur les 3 sessions, ce qui est contrairement à la collègue qui vient de présenter le fonds, ce qui n'est pas du tout habituel ici à Lille. En général, les dossiers sont déposés sur une plateforme et après, c'est le service thématique qui reprend ses propres dossiers. Là, le choix avait été fait que tous les dossiers transitent par la MDA de Lille pour une première instruction. Vous verrez, je mettrai aussi dans les points négatifs ça tout à l'heure, parce que dans une MDA, 122 dossiers, c'est beaucoup. Par contre, nous, on a tout de suite, donc on a fait une première instruction et on a tout de suite travaillé avec les services thématiques qui connaissent parfois mieux les assos que nous et leur situation. Et du coup, il y a eu 3 temps en fait d'instruction. Il y a eu à la fois le temps, on va dire MDA, pour une pré-instruction, un temps avec les services thématiques concernés, parce que parfois toutes les thématiques n'étaient pas concernées à chaque session. Ce temps-là servait à échanger avec les services thématiques sur le dossier pour faire une proposition aux élus. Et le 3e temps, c'était un temps beaucoup plus politique. Donc là, où étaient représentés à la fois les élus thématiques, un élu représentant un parti d'opposition et 3 associations. Il y avait eu le choix d'avoir vraiment aussi une présence associative au sein de cette instance plutôt politique. Donc,
Alors, les élus s'appuyaient bien évidemment sur l'avis des services techniques, mais pas toujours. Hein, voilà. Donc voilà. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais les dossiers pouvaient être financés en 2 fois, donc soit via la fondation et par une subvention, ou soit 2 fois par le biais de la fondation, parce qu'on estimait que la situation ne s'était pas améliorée et qu'il y avait encore une situation très, très urgente. Donc voilà en gros pour ma présentation. Je pense que j'ai balayé à peu près l'ensemble du dispositif et je répondrai volontiers à vos questions si j'ai oublié quelque chose. Merci Françoise, oui, merci, c'était très clair aussi. Et il y a quelques questions qui commencent à arriver dans l'onglet questions, donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez en prendre connaissance, poser vos questions également. Et du coup, on va passer à la ville de Nantes. Noémie, je crois que c'est 2 fonds qui ont été mis en place sur la ville de Nantes. Voilà, est-ce que tu pourrais nous les présenter ? Oui, alors bonjour à tous. Donc Noémie Collot, je travaille au cadran à la ville de Nantes. Donc en fait, au niveau de la ville, un peu comme les autres villes, il y a eu une réaction assez rapide des élus pour mettre en place des mesures de soutien aux associations. Donc déjà, nous, au niveau du cadran, on a été identifié un petit peu comme une cellule d'appui et de conseil pour les associations et comme porte d'entrée pour toutes les associations qui avaient des questions et des difficultés financières. Donc ça nous a permis, nous, d'avoir un recensement des associations en difficulté. Et en parallèle de construire du coup un fonds de soutien. Donc les élus avaient décidé d'acter un fonds de soutien donc sous forme de 2 enveloppes en fait. Donc une enveloppe pour les acteurs culturels à hauteur d'1 million d'euros et une enveloppe pour l'ensemble des autres acteurs associatifs à hauteur d'1 million d'euros aussi. Donc moi je me concentrerai plus sur le fonds lié aux acteurs associatifs puisque le fonds culturel était géré directement par la direction de la culture et j'ai peu d'éléments mais je pourrais éventuellement répondre à quelques questions. Et donc sur le fonds vie associative donc d'1 million d'euros, il a été mis en place donc dès le conseil municipal de fin avril et a été voté par les élus et on a assez rapidement du coup construit un dossier de subvention spécifique. L'idée aussi c'était de pouvoir simplifier les choses et d'essayer en tout cas que les associations puissent faire remonter vraiment les éléments qui étaient liés à leurs difficultés liées à la crise sanitaire, donc en matière de dépenses, de recettes, les aides éventuellement qu'ils avaient aussi sollicitées en parallèle. Donc on a construit ce dossier de subvention et dès le fin mai, les associations ont pu répondre et remplir ce dossier de subvention. On s'est appuyé aussi avec le contrôle de gestion pour faciliter aussi le dépôt d'annexes comptables pour qu'ils puissent faire ressortir les difficultés financières qu'ils avaient. Donc voilà, ce fonds a pu en tout cas dès le mois de mai sortir. Après, avec la période du deuxième tour et l'incertitude aussi sur les dates, on avait des dates de conseils municipaux qui étaient toujours incertaines. Donc, on a réussi dès le mois de juillet à pouvoir, donc dès le premier conseil municipal, à faire passer des dossiers sous ce fonds de soutien. Donc, l'idée, c'était donc de pouvoir soutenir sur l'ensemble des conseils municipaux et d'instruire au fil de l'eau les dossiers, donc sur des critères. Donc, les critères qui ont été définis, donc ça rejoint un petit peu ce que les collègues ont déjà dit. L'objectif, c'était d'abord de soutenir les associations qui étaient en difficulté financière. Et puis, on s'est vite rendu compte que ça ne couvrait pas l'ensemble des besoins des associations et on a revu et élargi les critères au mois d'octobre dernier pour justement pouvoir soutenir aussi les associations qui avaient soit un développement d'activité du fait d'une activité accrue, en particulier pour les associations qui avaient des activités en faveur des publics fragilisés, et aussi pour pouvoir les aider à maintenir leur activité et la relance dans les conditions sanitaires avec l'achat de matériel, éventuellement pour couvrir les dédoublements d'activité qui pouvaient entraîner par les jauges de salles qui étaient induites. Donc voilà sur les critères. Après, sur les critères un petit peu plus administratifs, on avait défini donc on a les critères classiques de subvention. Il faut que l'action soit locale et nantaise. Et il y avait aussi, on avait décidé de soutenir les associations qui avaient au moins 1 an d'existence.
Voilà pour les critères. Après, sur les modalités d'instruction, donc j'en reviendrai plus en détail, parce que nous, on a aussi, c'était pas un fonctionnement habituel au niveau de la ville. Jusque-là, en fait, les instructions se font par politique publique, donc chaque direction thématique instruit les dossiers qui relèvent de son champ d'intervention, et chaque élu le présente au conseil municipal. Donc là, on a décidé, donc le fonds de soutien, là, pour la première fois, a été coordonné par la direction vie associative et jeunesse. Donc, il y a eu un gros travail de coordination avec les directions municipales, même si on travaille déjà en collaboration avec eux. Mais là, il a fallu vraiment mettre un process d'instruction abouti pour pouvoir faciliter la coordination à notre niveau. Et puis, du coup, là, l'idée, c'était qu'il y avait la présentation au conseil municipal ne se faisait que par l'élu à la vie associative, avec une validation de l'élu thématique en amont. Mais ça changeait un petit peu du schéma d'instruction classique au niveau des élus et de la présentation au conseil municipal. Après, sur les modalités de versement, comme l'avait envisagé du coup la ville de Lille, on s'est rendu compte que ça, vu les délais, il y avait aussi un caractère d'urgence pour certaines associations. Et donc, nous, on a eu un partenariat avec le Crédit municipal de Nantes qui pouvait, dans des situations vraiment financières compliquées, qui ne pouvaient pas attendre le versement post-conseil municipal, de pouvoir faire une avance de subvention sous forme d'un prêt. Un prêt sans frais, en fait, avec du coup, on avait une convention avec le Crédit municipal qui leur a permis aussi d'adapter leurs modalités d'instruction. Et donc on n'a finalement pas eu forcément beaucoup de demandes qui sont passées par le Crédit municipal, mais on avait cette possibilité-là, et ça rassurait les associations de se dire que si, elles avaient une urgence, elles savaient qu'il pouvait y avoir une intervention rapide et que les délais du conseil municipal n'étaient pas forcément une contrainte pour eux. Voilà, après, sur les volumes, là, aujourd'hui, de financement qui ont pu être versés. Donc là, aujourd'hui, donc avec le conseil municipal de décembre, donc il y a eu la semaine dernière, donc il y a eu 3 conseils municipaux et on a pu soutenir 62 associations à hauteur de 500 000 euros. Donc là, c'est pareil, comme pour Saint-Herblain, il n'y avait pas de montant minimum ni maximum. L'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur la situation particulière de chaque association. Donc là, aujourd'hui, l'enveloppe de 500 000 euros, du coup, la moitié de l'enveloppe a pu être consommée pour soutenir ces associations. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, et donc, du coup, j'en profitais pour en répondre maintenant sur la question éventuellement de refus qui a été fait sur les dossiers. Donc, on a eu à peu près, je crois, 8 dossiers. Oui, 8 dossiers défavorables. On s'est aussi appuyé beaucoup sur l'avis du contrôle de gestion qui a permis d'avoir une analyse financière fine, en fait, de la situation des associations, et pour certaines d'entre elles, en fait, la situation n'était pas si catastrophique et ils étaient en capacité d'absorber, en fait, le déficit du fait d'excédents des autres années. Donc, c'est vrai que l'appui du contrôle de gestion nous a vraiment aidé à pouvoir appuyer notre avis technique. Donc, il y a eu du coup quelques avis défavorables sur les dossiers reçus. Voilà de mon côté. Super, merci beaucoup Noémie. En plus, tu m'as tendu une belle perche pour passer un peu aux questions, et puis peut-être sur cette question, alors je vais la lire, qui était parmi les demandes d'aide, avez-vous eu des demandes entre guillemets injustifiées, voire carrément déplacées, et quel a été le taux de refus? Voilà, on voit qu'en plus vos critères ont été me semble relativement objectif, même si pas forcément toujours très aisé, je peux imaginer, à mesurer et de prendre bien la mesure de ce qui relève de l'impact de la crise et ce qui peut être relevé d'autres dimensions. Mais voilà, est-ce que vous avez eu des choses qui ont été injustifiées, voire déplacées dans les demandes que vous avez pu recevoir? Marie-Pierre, je te passe la parole pour démarrer, et puis après, ce sera même une question à Françoise. D'accord. Donc, oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Il y a eu, alors là encore, je ne parle que du conseil municipal d'octobre, il y a eu 3 dossiers qui n'ont pas vu d'attribution de subvention. Alors, pas pour les mêmes raisons. Il y a un dossier qui, effectivement, concernait une action sur le territoire de Saint-Herblain, dont personne à la ville n'avait jamais entendu parler. Je ne dis pas qu'il n'existait pas, mais c'était vraiment une association qu'on ne connaissait pas, une action qu'on ne connaissait pas, etc. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment prendre le temps
de rencontrer l'association et puis de connaître mieux son action sur le territoire. Voilà, voilà, parce que personne, y compris, puisque c'était dans le domaine de la solidarité, personne, y compris à la direction de la solidarité, n'avait jamais entendu parler de cette action. Ce qui est tout à fait possible. Je rappelle que la ville de Saint-Herblain est en contact avec les associations qui prennent contact avec elle et la sollicitent. Donc, évidemment, qu'on suppose et qu'on espère même que la vie associative en dehors de la vie de la collectivité est très riche. Voilà pour ce premier dossier. Un autre dossier a été reporté parce que l'association faisait une demande à la fois sur des pertes de recettes et sur des craintes de pertes de recettes à venir. Et donc là, on a proposé à l'association d'attendre, d'en savoir un petit peu plus sur ces craintes pour revoir le dossier. Et enfin, le troisième dossier a été redirigé puisque là, les pertes de recettes étaient liées à une action en partenariat avec la ville et donc elle a été redirigée vers un autre type de prise en compte en fait. Voilà. Ok, merci Marie-Pierre. Vas-y. Non, je vais préciser par contre, sur une autre action, pour dire un peu ce qui peut exister, une autre action qui a vu une attribution, là, on s'est quand même fait la remarque qu'il avait fallu aller chercher très loin avec cette association l'action concernant le territoire, parce que là, pour le coup, on parlait d'une très grosse action, et la sensation qu'on a eu un peu, c'était se lâcher de filet, un peu partout, pour aller voir ce qui était possible. Donc, bon, c'était très bien aussi, mais nous, on s'est mis en relation avec l'association pour essayer de recibler sur ce qui nous concernait réellement. Voilà. Très bien. Bah ouais, effectivement, on peut imaginer aussi, vu les difficultés que certains qui ont des actions qui dépassent le cas d'une commune, puissent taper un peu à toutes les portes, entre guillemets. Peut-être pour compléter, sur des cas peut-être injustifiés, ou en tout cas peut-être un peu, qui ont été vus un petit peu, ou injustifiés, oui, c'est ça. On a eu, nous, un cas d'une association qui avait complètement gonflé son budget prévisionnel 2020 au vu de ces éléments 2019, avec plus de 20 000 € de cotisation qu'ils n'auraient pas perçu en 2020. Enfin voilà, on a aussi eu des constats d'associations. Bon, c'est très c'est mineur, hein. On a un ou deux cas d'associations qui ont un petit peu profité de l'effet d'aubaine pour faire des demandes de soutien qui étaient totalement infondées et sur lesquelles on avait du mal à obtenir des pièces comptables réellement justifiées, même si malgré qu'il y a certaines relances. Ok. Bon, ça va, si c'est minoritaire. Oui, c'est minoritaire. Mais voilà, pour donner les complémentaires. Ouais. Merci Noémie. Françoise, est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu aussi des demandes un peu injustifiées, voire déplacées? Alors, sur les 10 refus, 10 dossiers ajournés, on a eu un dossier c'est un dossier qui a été retiré par l'association parce qu'entre-temps, c'est un centre de soins en fait. Parce qu'entre-temps, ils ont eu de nouveau des revenus, donc ils ont préféré laisser un petit peu la place aux autres par solidarité. Quand on voyait qu'il n'y avait pas, qu'on n'arrivait pas à mesurer l'impact au final du Covid sur les dossiers, on les épluchait un peu plus avec les services thématiques. Et pour beaucoup de dossiers, on s'est rendu compte que c'était des subventions qui étaient en attente de versement. Donc là, on a plutôt travaillé avec les services thématiques pour les aider autrement. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'impact, mais dans la trésorerie de l'asso, voilà, il y avait une faille et du coup, les assos disaient on va monter ce dossier de fonds de soutien. Alors, dans les anecdotes, on a financé, par contre, là, on a bien ri entre techniciens. On a financé un club sportif et à côté de ce club sportif était étroitement liée une association des supporters de ce club. Donc là, qui ne pouvait bien évidemment, à part des pertes de recettes, parce que la buvette ne marche plus depuis très longtemps, ne pouvait pas vraiment justifier d'autre chose. Et là, avec les élus, on a souhaité ne pas y aller et plutôt aider le club de sport avec ses adhérents, plutôt qu'aider l'association des supporters du club. Ok. Merci. Du coup, peut-être deux questions qui portent plutôt sur les critères.
Alors, une première... non. En fait, je vais commencer par celle-là. En fait, c'est plutôt sur le dimensionnement financier du fonds. Donc, c'est Magali Lequinqui, qui est à Nanterre, qui demande comment sont décidés les différents montants des fonds en fonction de quels critères. Est-ce que c'est par rapport au nombre d'associations, au budget disponible sur la ville? Enfin, voilà, comment tout ça est dimensionné? Alors, je ne sais pas si l'une de vous trois veut commencer. Moi, je veux bien répondre. Vas-y, Françoise. Donc, d'emblée, à Lille, on a souhaité ne mettre aucun plafond aux associations en se disant, de toute façon, là, on les a interrogées, on voit un petit peu les difficultés qu'elles rencontrent, mais on ne savait pas les mesurer financièrement, ces difficultés. Donc, on s'est dit, on va travailler sur les dossiers et par rapport à ce que les assos nous demandent, on va vérifier en fait l'impact vraiment réel du Covid. Donc, c'est pour ça que nous, le dossier, il faisait pas mal de pages parce qu'on avait fait pas mal de rubriques où les assos devaient justifier en fait l'impact du Covid sur leur trésorerie. Donc, ça peut être les pertes de recettes, ça pourrait être plein de choses. Donc, en gros, on n'a vraiment pas mis de plafond et on a eu raison hein, parce que les aides sont allées de 600 € à près de 40 000 € quand même par asso. Donc, on n'a pas mis de plafond du tout parce que, vous voyez, on peut aussi aider une asso à 600 € comme on peut en aider une autre. Mais on attendait vraiment les justificatifs, alors pas forcément sous forme de facture, mais en tout cas que l'asso puisse bien nous expliquer dans les rubriques qu'on avait mis dans le dossier, vraiment l'impact qu'elles avaient eu par rapport au confinement et puis post-confinement. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Je reviendrai après là-dessus, de toute façon, parce qu'il y a une autre question qui concerne vraiment cette information financière, c'est-à-dire quels sont les éléments qui ont été demandés pour mesurer ces déficits. Donc, je te redonnerai la parole juste après pour répondre plutôt à cette question. Moi, là, on va rester un peu sur la question du dimensionnement du fonds et sur quels critères vous avez appuyé ce volume. Je ne sais pas, Marie-Pierre, peut-être. Si... Alors, sincèrement, je ne saurais pas le dire exactement parce que je sais que, évidemment, le montant du fonds a été fait au regard du budget de la commune. On est d'accord, on parle, enfin, Saint-Herblain, c'est une ville de 45 000 habitants qui a le budget qui va avec les 45 000 habitants. Après, effectivement, l'idée qui a été émise tout de suite, mais je le gardais peut-être pour un petit peu plus tard, mais voilà, l'idée qui a été émise, c'est de se poser la question de pouvoir reconduire ce fonds si nécessaire. Et effectivement, pour l'instant, il semble que le fonds a été plutôt bien paramétré au regard des demandes 2020. Parfait, bien ciblé. Noémie, pareil, tu parlais peut-être de 500 000 € consommés sur le million d'euros prévu. Le million d'euros, il a été défini comment ? Alors là, c'est pareil, je pense que c'est lié vraiment au volume disponible et à la taille de la collectivité. Après, je ne saurais pas vous dire quels sont les critères qui ont fait que voilà, le volume d'1 million d'euros a été décidé. Donc, il y a eu ces deux enveloppes, il y a eu aussi 1 million pour les acteurs culturels. Par contre, sur le fonds culturel, l'ensemble de l'enveloppe a été consommé en 2020, en particulier parce qu'ils ont accès sur aussi l'accompagnement à la relance des activités et à l'aide aux activités, en particulier dans les quartiers cet été. Donc, mais je pense que pareil, voilà, en tout cas, le volume a bien été justifié au niveau des acteurs culturels. Et nous, c'est pareil, hein, même si aujourd'hui la moitié de l'enveloppe a été consommée, elle sera renouvelée en 2021. Mais ça, on pourra l'évoquer plus tard éventuellement. Mais par contre, sur le volume en lui-même, voilà, pourquoi les 1 million d'euros, je n'aurai pas les explications financières. Ça marche. Peut-être une autre question aussi sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire
bon, ça n'a peut-être pas forcément été très facile, mais comment vous avez mesuré un peu le déficit qui était lié à la crise sanitaire? Est-ce que vous avez réussi à isoler justement ce qui était de l'ordre de la crise sanitaire ou pas? Enfin, et sur quel document vous êtes appuyé peut-être? Donc, non, je sais pas. Vas-y, Marie-Pierre. Effectivement, en tout cas, le fait d'aller mesurer l'impact des effets de la pandémie était vraiment fort. Donc, autant les élus ont voulu un dossier très simple, particulièrement pour les associations dont on connaissait déjà la situation. Je rappelle que nous, de manière systématique, à chaque demande de subvention, on fait une étude comptable assez poussée. Donc, pour les associations qui ont déposé dans les 2 dernières années une demande de subvention, on a une vision assez précise des fonds propres, etc., et de tout ce qui est gestion de l'association. Là, l'idée, ça a été surtout d'aller mesurer les écarts entre le budget prévisionnel et entre le budget prévisionnel et le budget projeté par rapport à la situation. Et on a posé des questions très précises pour aller chercher la perte de recettes. Mais dans cette perte de recettes, on a demandé aux associations de nous pointer les charges non engagées, les charges qui n'ont pas été engagées pour ne pas aller chercher ces recettes. On leur a demandé aussi les autres charges non engagées ou qui avaient pu voir ou recevoir une aide. Là, je pense par exemple à l'emploi. Donc, pour donner un exemple concret, la première chose que je citais, par exemple, c'est l'association qui avait prévu un vide-grenier, qui n'a pas perçu les recettes liées à ce vide-grenier, mais qui n'a pas non plus eu les dépenses liées à ce vide-grenier. La deuxième chose, c'est effectivement, pourquoi pas, à ce moment-là, de l'emploi qui a été aidé. Et là, il y a une charge qui n'a pas été dépensée. Et on est allé regarder aussi le maintien des charges et des recettes habituelles et prévues au budget prévisionnel pour réussir à isoler réellement ce qui était lié à la pandémie. Par contre, on a tenu vraiment compte de la déclaration de l'association, c'est-à-dire que certaines associations ont plutôt vu dans l'aspect Covid certains aspects que d'autres n'ont pas mis à cet endroit-là. Mais ça nous donnait quand même une image vraiment très précise de l'écart entre le budget prévisionnel et le prévisionnel projeté. Voilà. Super, c'était très clair. Est-ce que vous avez fait différemment à Nantes? Nous, c'était à peu près, voilà, on était à peu près sur les mêmes critères et les mêmes demandes en termes financiers. En fait, on avait produit une annexe comptable et ils devaient fournir donc un plan de trésorerie et ils devaient nous fournir aussi un budget prévisionnel. Donc avant le début de la crise sanitaire, le budget prévisionnel projeté sur 2020 et le budget prévisionnel projeté est revu au 31 décembre 2020, enfin projeté jusqu'à la fin de l'année, pour pouvoir vraiment visualiser les différences entre le budget prévisionnel habituel et l'impact de la crise. Et en parallèle, dans le dossier, on leur demandait vraiment quelles étaient les recettes qu'ils n'avaient pas perçues, les dépenses qu'ils avaient engagées pour des projets qui ont été annulés et les dépenses qui étaient prévues mais qui n'ont pas été réalisées. Ok. Et à Lille, peut-être? François, ça a été pareil oui. Alors oui, c'est à peu près comme les collègues. Les élus s'attardaient beaucoup quand même sur l'état de la trésorerie associative. Ça faisait partie du dossier. On avait également mis effectivement le BP avant et après crise. Mais surtout, on avait mis des fiches annexes qui reprenaient un petit peu les critères qui avaient été votés au conseil municipal. Alors, c'était surtout du déclaratif. Hein. Certains nous ont fourni des preuves, entre guillemets, mais c'était purement du déclaratif pour montrer un petit peu quel impact avait eu la crise par rapport à leur trésorerie associative. On acceptait également de financer de l'investissement en matériel divers et variés pour permettre à l'association de continuer son activité, mais ce que j'appelais tout à l'heure le matériel Covido compatible.
Les élus ont également été très attentifs à ceux qui avaient maintenu l'emploi au sein de l'association, voir ceux qui, en plus du chômage partiel, avaient mis les compléments, enfin, très attentifs aux associations employeuses. Ok. Noémie, tu voulais apporter un complément? Oui, juste préciser qu'en effet, on avait un dossier commun sur les acteurs associatifs, mais le sport et la culture avaient des dossiers spécifiques avec des critères particuliers liés à l'activité sportive, au report de galas, de compétitions, etc. Et la culture avait aussi ses propres critères. Donc, on avait au final 3 dossiers avec des critères différents qui pouvaient s'adapter aux situations particulières de ces thématiques-là. Peut-être un peu en complément de ce qu'on vient d'évoquer, les montants, comment vous les avez définis? C'est-à-dire, est-ce que c'était en fonction de la demande, au regard de votre analyse, de l'analyse financière de situation que vous avez rencontrée? Voilà, comment vous avez défini les montants des subventions qui ont été octroyées? Finalement, aux associations, enfin à chaque association. À chaque association, ouais. Nous, de notre côté, on s'est beaucoup appuyé sur le contrôle de gestion qui a pu nous donner une analyse fine, en fait, qui a monté spécifiquement un outil de scoring pour pouvoir analyser la situation des associations et nous dire, voilà, est-ce que l'association, il faut l'aider à hauteur de tel montant pour pouvoir l'aider à passer le cap. Donc, on s'est beaucoup appuyé là-dessus pour affiner, en fait, les montants des subventions qu'on a versées. Ok. Marie-Pierre, scoring aussi? On a aussi, alors scoring, oui, je ne connaissais pas le mot, mais c'est sûrement ça qu'on a fait. En tout cas, on a travaillé sur un certain nombre de ratios qui permettaient de regarder où en était l'association et quels étaient ses besoins dans un avenir extrêmement proche et un peu plus lointain. Mais la première chose, ça a été quand même de le faire par rapport à la demande de l'association, parce qu'on s'est rendu compte quand même que les associations n'étaient pas outrancières et que très souvent, elles adaptaient vraiment la demande à la réalité de leurs besoins. Par contre, à la marge, c'est arrivé qu'effectivement, l'attribution soit plus basse qu'espérée par les associations, soit parce que la demande là était un peu trop excessive, soit parce que l'association avait les moyens de l'absorber. Juste parce que depuis tout à l'heure, je parle des associations bien connues de la ville, évidemment, on a aussi instruit les dossiers des associations pas du tout connues, mais là, pour le coup, le dossier était toujours aussi simple au départ, mais on revenait avec un certain nombre de pages complémentaires de manière à obtenir le même niveau d'information et de connaissance de l'association que dans notre dossier habituel de subvention qui est assez complet puisqu'il fait une vingtaine de pages. Ok. À Lille, je ne sais pas si, Françoise, tu veux compléter? Nous, c'est vraiment le travail qu'on a fait avec les services thématiques qui nous a aidés à évaluer un petit peu les choses parce qu'elles les connaissent beaucoup mieux pour certaines, parce qu'elles travaillent, j'allais dire, de manière presque hebdomadaire avec elles. Mais un petit peu comme pour Marie-Pierre, les assos ne nous ont pas demandé à outrance, en fait. Et pour celles pour lesquelles il y avait des budgets plus importants, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a pu aller jusqu'à 40 000 euros, à chaque fois, ça a été justifié. Donc, très clairement, le dossier, au début, je pensais qu'on ne l'avait pas bien fait, mais le fait de l'avoir découpé, alors certes, il faisait quelques pages, on va dire, nous a permis quand même d'aller plus finement dans l'impact, parce qu'elles pouvaient parler à la fois de leur loyer, si elles en avaient un, parce qu'on pouvait aussi les aider sur des exonérations de loyer quand elles n'étaient pas logées dans un bâtiment ville de Lille. On parlait de l'impact lié aux activités. Enfin, vraiment, le dossier était découpé de telle sorte parce que chaque critère était vraiment balayé et les associations devaient nous justifier les sommes demandées. Alors, aidés par les services qui les connaissent mieux, on a pu évaluer un peu plus finement sur les budgets des années précédentes aussi, vraiment l'impact. Et là, ça a été un boulot de titan, vraiment.
Mais elles n'ont pas fait des demandes exhaustives. Ok, merci. Noémie, tu voulais apporter un complément ou la main est levée depuis tout à l'heure? Non, c'est toujours la main levée de tout à l'heure, ça marche. Du coup, je vous propose, là, on va reprendre 2 dernières petites questions avant de passer à la partie suivante, parce qu'en plus, voilà, dans les réponses que vous apportez, on entame déjà un petit peu sur la partie suivante. Une peut-être sur... tac, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait un critère spécifique sur les assos politiques de la ville? Voilà, comment vous avez traité cette question-là? Et peut-être dans la même question aussi l'impact que ce fonds a pu avoir sur les subventions de droit commun, enfin, ce qui était plus habituel au niveau de la ville en termes de subventions. Est-ce que vous avez vu un effet sur ces subventions habituelles, alors, de droit commun ou celles liées au contrat de ville, par exemple, enfin, voilà, quel impact sur les subventions habituelles. Françoise, est-ce que tu veux continuer sur ces aspects-là, si tu peux répéter la première question? Alors, la première, c'était simplement la politique de la ville. Est-ce qu'il y a eu un traitement particulier des assos politiques de la ville? Voilà, non, il n'y a pas eu de traitement particulier. Toutes les assos ont été traitées au même niveau. Par contre, sur les assos politiques de la ville, en plus de travailler avec les services thématiques, on a travaillé avec les chefs de projet politiques de la ville, qui les connaissent bien et qui pouvaient aussi nous aider à mesurer un petit peu, justement parler de comment on a pu un peu calculer l'impact de leur activité. Et on a fait vraiment un boulot de terrain là-dessus avec les chefs de projet, mais elles ont été traitées, ces assos-là, vraiment au même titre que les autres. Ok, merci. Marie-Pierre? Eh bien, chez nous, de la même manière, pas de traitement particulier, mais on verra peut-être tout à l'heure, si on est un petit peu sur le fonctionnement interservice, que dans notre fonctionnement, la mission Dialogue et Territoire qui coordonne les appels à projets politiques de la ville pour Saint-Herblain était tout à fait impliquée dans les échanges et les prises de décision. Super. Et peut-être l'effet sur les autres subs de la ville? Oui, d'ailleurs, j'ai aperçu une question de Véronique en même temps et je pourrais répondre à ça simultanément. Donc, effectivement, les autres subventions de la ville, elles, ont un parcours qui a été vraiment défini par un groupe d'élus qui a longuement travaillé sur des procédures habituelles. Et les autres subventions sont instruites et échangées entre élus dans un groupe qu'on appelle groupe subvention, basiquement, et qui rassemble tous les élus thématiques plus les adjoints et les élus de quartier. Donc, on a conservé pour toutes les autres subventions ce système habituel d'instruction et de présentation, d'échange entre élus, évidemment en apportant l'information complémentaire, mais de la même manière que pour chaque dossier, on apporte l'information des valorisations de mise à disposition de locaux, d'impression, etc. On en a fait un élément supplémentaire du soutien de la ville. Noémie, tu souhaites rajouter par rapport à l'une ou l'autre des questions? Alors, sur la question des QPV, il n'y a pas eu non plus de traitement particulier. Enfin, voilà, l'analyse a été faite de la même manière pour l'ensemble des associations. Et après, en effet, sur l'impact des demandes de droit commun, on a constaté, donc là, nos dépôts de dossiers de subvention de fonctionnement ont été clos le 30 septembre. Donc, on a pu voir un petit peu les retours des associations et on constate quand même qu'il y a des demandes de subvention de fonctionnement qui ont été augmenter par rapport à d'habitude pour pouvoir du coup prévenir les effets de la crise et compenser des pertes sur 2020 et envisager 2021 de manière un petit peu plus confortable. Et du coup, nous, dans ces cas-là, on instruit cette partie complémentaire dans le cadre du fonds Covid. Et pareil pour le contrat de ville, là, on commence à constater, donc les dossiers sont en cours d'analyse, où il y a des subventions qui sont plus importantes et auquel cas on reflèche cette partie-là supplémentaire vers le fonds Covid. Ok. Dernière question avant de passer à la suite. Alors,
bon, pour la suite, je vous donnerai aussi une ou deux questions que je me réserve aussi pour la partie 2. Mais là, la question, c'est quel suivi des demandes qui ont été faites? Est-ce que vous avez déjà pensé la manière dont vous allez traiter les bilans? Peut-être aussi, enfin voilà, mesurer éventuellement les réalités entre ce qui a été annoncé, ce qui a été projeté et ce qui va se produire réellement, hein. Il y aura très certainement des écarts. Voilà, comment vous allez traiter ça et au besoin, est-ce que vous envisagez voilà, d'ajuster l'aide à la hausse, à la baisse, en fonction des situations? Bah, si tu veux, je veux bien continuer. Du coup, en matière de suivi, en effet, de toute façon, à partir du moment où l'association déposait un dossier, nous, on avait chaque direction thématique qui était en lien avec l'association avait un contact avec l'association pour affiner la demande, et surtout entre le moment du dépôt et le moment de l'instruction, des fois, il se passait 1 ou 2 mois, et donc ça permettrait de voir un petit peu la situation à l'instant T de l'association, et donc il y avait vraiment un suivi rapproché des directions thématiques avec les associations pour ajuster vraiment les demandes et coller à leurs besoins, éventuellement activer le crédit municipal via l'avance de presse si vraiment il y avait des situations urgentes. Donc il y a eu un petit peu ce suivi rapproché. Et en termes globalement d'accompagnement, c'est de se dire, est-ce que ce soutien financier suffit? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin sur l'accompagnement? Et c'est le rôle, nous, de notre mission ressources, c'est de pouvoir avoir une vision globale des situations des associations et de pouvoir éventuellement relancer les collègues dans les directions, se dire, est-ce que vous avez pu refaire le point, enfin, auprès de ces associations de manière particulière. Et nous, on veille à ce que le soutien financier éventuellement débouche sur un accompagnement complémentaire, et puis qu'on puisse avoir un suivi de ces associations qui ont fait cette demande de fonds Covid, et qu'on revienne vers elles, en fait. Et même les associations qui ont été recensées lors du confinement, et qui avaient émis des difficultés financières, on les a toutes recontactées une à une en disant, le fonds Covid est disponible, est-ce que vous avez besoin de l'activer, est-ce que vous avez des difficultés à remplir les pièces comptables, on peut vous accompagner. Donc on a fait ce travail d'accompagnement et de suivi aussi de manière un peu plus rapprochée. Ok, merci. Marie-Pierre, sur le bilan, suivi. Effectivement, pour nous, l'idée, c'est de rester en lien avec les associations. Alors, selon notre méthode habituelle, un peu triangulaire, c'est-à-dire soit par la direction thématique, soit par nous, dans la mesure où on a des échanges très réguliers, soit ensemble d'ailleurs, le plus régulièrement possible. Et l'idée pour nous, c'est aussi de rappeler que ce Fonds albinois de solidarité pour le secteur associatif est subsidiaire aux autres aides. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est aussi que les associations puissent essayer de solliciter d'autres soutiens, d'abord parce que la ville n'aura pas les moyens de pallier à toutes les difficultés, et puis parce qu'on s'est rendu compte justement dans ces dossiers-là que souvent des assos employeuses n'avaient pas eu recours au chômage partiel, par exemple, voilà, et que souvent d'autres aides n'avaient pas été sollicitées. Donc on est dans cette démarche-là aujourd'hui, nous, d'essayer de recenser au mieux possible les autres portes auxquelles les associations peuvent aller frapper. Et puis mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, l'idée de voir comment nous, on est en lien justement avec les autres porteurs. Oui, je te confirme, il y a justement des questions qui vont aussi dans ce sens. Françoise, sur le suivi et le bilan à Lille, vous l'avez envisagé? Oui, alors sur le suivi, on a prévu de faire, parce que toutes les hors fondation ont été votées au conseil municipal d'octobre. Donc, on a prévu une petite fiche bilan que les associations vont remplir. Mais ensuite, on remet un petit peu ça vers les services thématiques qui donnent les subventions plus de droit commun, qui sont parfaitement au courant de l'aide octroyée à l'association et qui vont suivre d'un peu plus près que nous, MDA, les associations concernées. Mais ça, j'en parlerai peut-être sur le troisième point. On a aussi, un élu a mis en place un comité de pilotage de veille associative pour l'ensemble des associations, parce que ce fonds de soutien à Lille, il a permis aux associations d'avoir un coup de souffle, un gros coup de pouce pour passer cette période. Mais un petit peu comme j'avais pu le dire aux élus d'ailleurs
en mars dernier, je pense que ce deuxième confinement va nous amener à un effet rebond. Et même si aujourd'hui, ça a l'air de se tenir un peu, je pense que dans quelques mois, il va falloir être très, très attentif à ce qui se passe, en plus, en fonction éventuellement d'un autre confinement ou de la réouverture ou pas de certains espaces. Je pense qu'on aura un effet rebond à Lille, donc on a plutôt opté là, aujourd'hui sur une veille. Ouais. Et on cible également les autres aides, un petit peu comme la collègue. On cible les aides qui arrivent actuellement, plutôt que les envoyer au tout venant, on cible vraiment les associations concernées. Alors, on va y venir, hein, parce qu'il y a des questions qui vont aussi dans le sens de l'articulation, hein, avec les autres dispositifs, entre collectivités. Donc, justement, ça va nous faire la transition sur la partie 2, qui est à la fois la manière dont vos collectivités ont travaillé en interne pour mettre en place ces dispositifs. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, mais on va essayer d'approfondir plutôt cette dimension-là. Et également la manière dont vous avez travaillé avec d'autres collectivités, avec les services de l'État éventuellement, enfin voilà, l'articulation avec d'autres dispositifs et d'autres acteurs, peut-être aussi des acteurs du soutien à la vie associative, je pense peut-être à France Active par exemple ou autre. Du coup, en filigrane, je voudrais quand même poser les questions. C'est Véronique Connor de Dijon qui vous pose ces questions-là sur les thématiques, enfin les groupes interélus qui mixent à la fois. Alors, ça s'appelle le groupe des présidents, je crois, à Saint-Herblain. Président de groupe. Pareil à Lille, vous avez la même type de structure avec élus, majorité et opposition, plus des associations. Voilà, de voir un peu aussi comment se sont structurés ces groupes et est-ce qu'ils sont structurés pour la situation qu'on connaît, la crise Covid, est-ce qu'ils vont avoir vocation à perdurer dans le temps ou pas? Voilà, je vous propose de garder ces deux questions en tête et d'essayer de placer les réponses dans vos interventions. Et Noémie, on va commencer. Donc, tu disais que vous coordonnez vraiment au niveau du pôle vie associative et jeunesse ce fonds d'aide. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment il s'est mis en place au sein de la collectivité et comment vous articulez avec les autres services? Donc oui, c'était un peu l'innovation aussi pour nous, c'était que ce dispositif était un dispositif transversal, donc coordonné par la direction vie associative et jeunesse. Donc on a eu un gros travail de coordination avec les directions municipales, en particulier la direction des sports, parce qu'en effet, ils avaient des critères particuliers. Donc, on a travaillé déjà avec eux pour le montage du dossier de subvention spécifique. Et on a travaillé avec eux aussi, avec notre cellule de gestion, enfin les personnes compétentes en matière financière et le contrôle de gestion pour définir un process d'instruction spécifique au fonds de soutien. Pour pouvoir coordonner l'ensemble des avis. Donc, en fait, l'association envoyait, et on a créé une boîte mail spécifique parce que jusque-là, les dossiers, nous, on n'est pas encore passé au tout numérique et les dossiers sont encore envoyés par papier au niveau de la ville. Mais là, on avait donc créé une boîte mail où les associations pouvaient envoyer leurs dossiers par mail à la direction vie associative et nous, ensuite, on faisait l'enregistrement et on envoyait le dossier à la direction thématique en lien avec le champ d'intervention de l'association. Et c'est la direction thématique qui instruisait le dossier, qui donnait un avis en lien avec le retour aussi du contrôle de gestion. Il s'appuyait sur l'avis du contrôle de gestion pour émettre un avis. Et nous, en fait, à la direction vie associative, on récupérait l'ensemble des avis des différentes directions au moment du conseil municipal. On consolidait une seule délibération et c'était notre élu, du coup, qui présentait l'ensemble des dossiers au conseil municipal, sachant que après, juste avant, l'élu en charge de la thématique avait donné son accord ou pas sur le soutien de l'association.
Donc, il y a vraiment eu un travail de coordination très, très important à ce niveau-là, même si on a d'autres fonds transversaux et on travaille déjà avec les autres directions, mais pas forcément à cette échelle-là. Et donc, ça a été vraiment un travail assez important et on s'est appuyé sur un espace collaboratif qu'on n'utilisait pas forcément non plus jusque-là. Et ça nous a permis d'avoir un tableau de suivi. Bon, après, certes, qui est encore à retravailler, ça reste un tableur Excel et avec les contraintes et de mise à jour que ça entraîne et les difficultés qu'on a pu avoir, mais ça a permis d'avoir un outil commun et d'avoir du coup une vision globale de l'ensemble des demandes qui étaient faites dans le cadre du fonds de soutien que si ça avait été chaque direction qui avait instruit ses propres dossiers, on aurait eu du mal à avoir cette vision globale. Ok, j'en profite. Et peut-être en externe aussi, est-ce que vous avez déjà envisagé du travail avec d'autres? Enfin, il y a notamment une question autour des associations qui ont vraiment des difficultés auxquelles enfin, ce qu'on appelle vraiment en situation un peu critique. Est-ce qu'il y a déjà des espaces de crise qui peuvent... Alors, il y a eu des cellules de crise qui ont été mises en place par les services de l'État notamment, mais la ville, agglo, département, c'est de la coordination interopérateur qui a été mise en place. Alors, en matière de coordination, déjà entre collectivités et l'État, ça a été mis en place sur le fonds culturel. En fait, il y avait une instance collégiale d'instruction et de validation des dossiers entre la ville et le département de la Loire-Atlantique, en lien avec les services de l'État et la région. Et donc, il y a eu cette instruction, mais sur le fonds culturel, sur le fonds vie associative, c'est le temps qui nous a manqué pour pouvoir mettre en place cette démarche-là. Mais voilà, on est en relation éventuellement ponctuellement sur les dossiers avec ces structures-là. Mais il n'y a pas eu de cellule propre, en tout cas, de mise en place sur l'instruction et la validation des dossiers. Après, sur tout ce qui est accompagnement, on a aussi travaillé en lien étroit avec France Active sur le dispositif local d'accompagnement pour justement, nous, on a fait le travail d'aller vers l'ensemble des directions en disant, voilà, la situation financière de l'association, elle est telle. Est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement au-delà? Quelles sont les difficultés de l'association que vous ressentez? Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin sur l'accompagnement? Et on a pu orienter vers des dispositifs locaux d'accompagnement, vers des formations pour les administrateurs, sur des questions comptables, etc. Donc, on a été un petit peu plus loin sur ce champ-là et on a pu être en lien avec... on a une cellule un petit peu d'analyse des dossiers avec le France Active qui nous permet de suivre l'évolution des diagnostics qui sont faits et de pouvoir réorienter les associations qui sont en plus grande difficulté. Ok, merci. Marie-Pierre, même question, avec peut-être aussi la question subsidiaire sur le groupe. La conférence des présidents de groupe. Voilà, c'est ça. Je vais juste introduire par ça pour dire que la conférence des présidents de groupe, elle a été créée effectivement à ce moment-là, mais pas du tout en lien avec le fonds Herbinois de solidarité. Et donc, elle traite différents sujets, dont celui-là. Et quant à savoir si elle va perdurer, je le demanderai au maire, mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse à cette question. Pour l'instant, elle existe toujours. Sur les modalités d'instruction, alors comme je l'ai un petit peu dit, on a vraiment travaillé depuis plusieurs années des instructions croisées et donc on était déjà un petit peu outillés par rapport à ça. Donc nous, concrètement, la demande de subvention, celle-là ou une autre, elle arrive au pôle soutien aux associations où immédiatement, il y a une fiche qui est créée, c'est une fiche un peu type qu'on nourrit de l'historique de chaque demande en fait. Et c'est une fiche qui reprend les coordonnées de l'association. Donc évidemment, j'entre un peu dans le détail parce que des fois c'est bien d'être concret par rapport à ça. On vérifie à chaque fois l'identité, les coordonnées. Parce que parfois, les associations oublient de signaler des changements de présidence ou de RIB, enfin des choses comme ça. Donc, on vérifie tout ça. Et ensuite, on a, dans cette fiche de présentation, on commence par présenter l'objet de l'association, la nature de la demande en question, et on a une analyse qui porte à la fois sur l'implication de l'association sur le territoire, les actions menées, la relation, etc., avec les autres acteurs du territoire, une analyse comptable et on a après la présentation un peu plus spécifique de l'objet de cette demande de subvention. Ce dossier, il est créé par nous à la vie associative et il est
saisi, il est enregistré dans un espace collaboratif qui a été créé il y a 2-3 ans maintenant, et qui permet aux référents thématiques des directions thématiques d'aller écrire sur le même dossier, en fait. Et donc, ce qui est écrit par nous est complété, amendé parfois, parce qu'effectivement, on n'a pas toujours les mêmes visions, et complété et amendé par les directions thématiques. Ça, c'est valable pour toute demande de subvention. Et une fois qu'il y a un accord entre la direction thématique et nous pour dire que la fiche est complètement complète, et qu'évidemment, autant la direction thématique que nous, on a eu l'occasion d'échanger sur cette fiche, enfin, surtout sur son contenu avec l'élu de référence, on passe cette fiche dans un autre espace collaboratif qui, lui, est ouvert à tous les élus. Donc là, c'est une fiche synthétisée parce qu'on ne va pas non plus leur demander de lire tout l'historique, quoi qu'il est à leur disposition s'ils le souhaitent, évidemment. Et donc, dans l'espace collaboratif des élus, on met toutes les fiches de toutes les directions thématiques et ces fiches sont à disposition des élus jusqu'à la date du groupe subvention dont je parlais tout à l'heure, qui les réunit. Ce groupe qui est présidé et animé par l'adjointe à la vie associative et qui permet de donner un avis sur toutes les demandes, même si effectivement l'avis de l'élu référent est prioritaire, il n'est pas le seul qui est pris en compte. Mais pour ce fonds herblinois, là, cette notion de groupe subvention est remplacée, comme je le disais tout à l'heure, par un premier passage en bureau municipal, puis dans cette conférence des présidents de groupe, avec donc l'idée que, y compris des élus de l'opposition, puissent avoir un avis à donner sur ces demandes. Aussi parce que ce fonds de 100 000 € n'était pas au budget tel qu'il avait été validé initialement et que l'idée est bien de l'utiliser au mieux de tous les avis. Par contre, chez les techniciens, on a rajouté aussi une étape et que sans doute on va faire perdurer pour toutes les demandes de subvention, c'est que pour aller un petit peu plus loin qu'un OK dans cet espace collaboratif, on a organisé une réunion en présentiel au départ, parce qu'on a eu une petite fenêtre où ça a été possible, puis en distanciel, avec des représentants de toutes les directions thématiques, alors qui peuvent aussi bien être le directeur, la directrice, voilà, qu'un référent qui est porteur de la parole de la direction thématique. Et on s'est rendu compte que ça nous permettait d'échanger vraiment sur les dossiers. Donc c'est à cette réunion que participe aussi la mission Dialogue des territoires. Et généralement, ce qu'on a fait là, du point de vue technique, c'est une proposition d'une fourchette. Non pas une somme, parce que ça, on voulait que ce soit les élus qui prennent cette décision-là, mais une fourchette en disant, voilà, en dessous de ça, ça semble vraiment pas cool, quoi, mais au-dessus de ça, ça semble un peu excessif aussi. Donc, voilà comment on a fonctionné. Ton micro est coupé, Sylvain. Ah, je me disais que je ne l'entendais plus. Pardon, effectivement, merci. J'allais dire du tac au tac, peut-être une question qui vient d'être posée dans le chat. Les avis des élus au sein des commissions thématiques avaient-ils été préalablement sollicités avant l'instruction en groupe subvention? Les avis des élus avant... En fait, les avis des élus en commission thématique, est-ce qu'ils ont été sollicités avant l'avis en instruction en groupe subvention? Alors, je pense que nous, on n'a pas ce que tu nommes commission thématique, ou alors je n'arrive pas à voir ce que c'est chez nous. En fait, l'élu thématique, il échange avec le service thématique concerné, d'accord, pour mettre sa part dans le dossier, le même dossier que celui que nous, on nourrit avec l'élu à la vie associative. D'accord. Et tous ces élus-là, lors du groupe subvention, échangent sur ces dossiers auxquels ils ont eu accès avant le groupe subvention. Ok. Très bien. Du coup, Françoise, peut-être je te laisse poursuivre sur à la fois en interne et en externe, un peu la manière dont vous avez fonctionné
Alors, nous, tout a été construit pour le fonds de soutien. Et ça a été prévu dès la délibérant ce fonds de soutien, d'ailleurs. Hein. Donc, le groupe a été constitué. Alors, on a travaillé, bon, comme je l'ai dit en début de propos, la MDA était vraiment le point de départ, le point d'entrée des dossiers de fonds de soutien. Donc, des réceptions, avant même qu'on ait commencé l'instruction, on les envoyait aux services thématiques en fonction des dossiers pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Alors, on envoyait l'ensemble du dossier, là, pour le coup, hein, parce que pour les élus, ce n'était pas pareil, pour qu'ils puissent en prendre connaissance et qu'ils puissent également en discuter avec leurs élus thématiques. Bon, ça, c'était une première chose. Néanmoins, on a mis en place alors, nous, on a eu la chance de pouvoir, entre juin, juillet et septembre, de pouvoir toujours se réunir en présentiel. Donc, on s'était fixé, alors les élus nous avaient fixé des dates de comité politique pour instruire l'ensemble des dossiers. Alors, bien évidemment, sur table, ils n'avaient pas le dossier complet, mais il est à disposition au cas où. On avait vraiment fait des fiches récapitulatives pour permettre, avec l'essentiel, pour permettre une instruction du dossier. Et en amont, on réunissait les services thématiques pour discuter, alors qu'il y avait déjà eu les dossiers auparavant, alors avec plus ou moins de temps d'écart, hein, parce que nous, les dossiers pouvaient tomber jusqu'à minuit de la date du dépôt de dossier, voire 1h du matin, donc le temps était très très court. On a quand même organisé des instructions en présentiel avec les services thématiques pour se mettre d'accord. Alors, soit sur une fourchette ou soit sur éventuellement un report d'instruction, parce qu'on avait la chance d'avoir trois séances, quand on estimait qu'on n'avait pas eu le temps d'approfondir le dossier et pour éviter que le dossier soit ajourné. Parce que certains dossiers n'étaient pas très clairs. Bon, bien évidemment, c'est une proposition qu'on faisait aux élus. Et ensuite, en commission élue, bien évidemment, les élus nous suivaient les services ou parfois ne les suivaient pas. Et parfois, certains élus souhaitaient rencontrer l'association avant de se prononcer. Donc, ça reportait à la séance suivante. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Ah oui, alors, sur l'accompagnement, dans le dossier par rapport aux autres structures, bon, on était vraiment sur des délais très restreints, mais dans le dossier, les associations devaient nous dire s'ils avaient fait appel à tel ou tel type d'accompagnement. Et quand ce n'était pas le cas, le service thématique accompagnait l'asso vers un accompagnement spécifique en dehors du fonds de soutien. Je pense à France Active, mais pas que. DLA aussi, certainement. Oui. Ok, très bien, très bien. Bon, je vous propose qu'on passe sur la troisième partie, qui, pour le coup, là, est plutôt sur les questions prise de recul, donc un peu le bilan que vous pouvez tirer un peu à chaud, hein, parce que là, c'est vrai que ça a été mis en place et organisé là vraiment tout récemment. Donc à la fois, qu'est-ce qui a, selon vous, réussi, pas réussi, pu être mieux fait, ça a peut-être permis aussi entre guillemets, de limiter des impacts sur les assos. Aussi peut-être quel constat vous avez pu apercevoir avec la mise en place, ça a dû être quand même un bon outil d'observatoire, de diagnostic de la situation des assos en ce moment. Donc peut-être si vous avez des éléments sur ces constats-là, et aussi sur les perspectives, c'est-à-dire en fonction de la manière dont vous l'avez géré, de ce que vous constatez des situations, comment vous envisagez la suite de ces fonds-là, et puis aussi un peu plus largement, parce que là, on traite beaucoup des questions de problématiques financières et de difficultés financières des assos, hein, qui forcément sont importantes et relativement fondamentales, parce que souvent, ça joue sur la pérennité des structures mêmes. Mais on sait qu'il y a aussi d'autres difficultés
et qui vont peut-être aller grandissantes dans un avenir proche. Voilà, comment est-ce que vous les prenez en compte ou pas? Enfin voilà, j'inclus tout ça dans la dimension perspective. Marie-Pierre, je te laisse commencer sur ce premier tour de table-là. D'accord, merci. Donc, effectivement, nous, la première chose qui nous a été évidente par rapport à ça, ça a été un surcroît de travail. Un surcroît de travail pour l'équipe, mais plus spécifiquement, un surcroît de travail pour certains membres de l'équipe à un moment où d'autres, au contraire, étaient, eux, plutôt dans une période de grand calme. Je pense aux collègues qui ont en charge l'accompagnement des organisations de manifestations ou l'organisation d'événements, voire même l'organisation des formations, puisque ça a été un peu bousculé. Donc, du coup, ça nous amène à essayer de réfléchir un petit peu différemment au niveau de l'équipe dans un premier temps et d'essayer de voir comment, au lieu d'avoir vraiment une personne plus la responsable du pôle soutien aux associations en charge de l'accompagnement, de l'instruction des subventions, comment on pouvait élargir un petit peu la part de la participation de chacun à tout ça. Donc, on est en train d'y travailler. Ça, c'est une première entrée au niveau de l'équipe. Après, au niveau des associations, évidemment qu'on a été énormément en lien avec elles sur cette période-là, ne serait-ce que pour pouvoir se faire expliciter certaines lignes des documents présentés qui ne nous semblaient pas clairs ou qui ne donnaient pas immédiatement la lisibilité qu'on souhaitait. Et là, on a été amené au constat de la difficulté pour certaines associations, mais on fait ça un petit peu à chaque période de demande de subvention, hein, mais des difficultés par rapport à ça. Donc, on a mis en place des temps d'accompagnement, non seulement à la demande de subvention, mais à vraiment au fait de pouvoir être en capacité de présenter son action, de présenter son projet et de tenir des comptes et de les noter d'une manière compréhensible par tout le monde. Voilà. L'autre constat qu'on a fait, c'est que certaines associations ont déposé très vite une demande. Alors, on en a souri quelquefois en se disant, ben voilà, ils se dépêchent tant qu'il y a encore de l'argent dans l'enveloppe. Mais effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a été amené quelquefois à proposer des reports parce qu'on n'avait pas la complète visibilité sur la trésorerie de l'association au terme de l'année. Donc ça a été aussi une autre chose qu'on a constatée et qu'on garde dans le bilan. Et puis, on voit bien que maintenant, on commence à recevoir beaucoup d'appels téléphoniques, de demandes d'informations, d'associations qui ne se sont pas senties concernées au départ parce qu'elles ont vraiment pensé qu'elles allaient pouvoir passer le cap, mais qui là, avec cette nouvelle phase de reconfinement et surtout des demandes plus pressantes des adhérents de remboursement des cotisations, enfin voilà, il y a différentes dénominations, je veux dire cotisations pour les dissocier des adhésions. Vraiment, on voit qu'il y a beaucoup d'associations qui ne se sentaient pas concernées par une demande, commencent à s'y intéresser réellement. Et là, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir vraiment que la ville soit extrêmement attentive à maintenir le cap qu'elle s'est fixé de l'analyse fine des besoins de l'association. Et on sait que ces besoins vont être de plus en plus larges. D'où, pour nous, vraiment la perspective de connaître mieux tous les accompagnements possibles vers d'autres demandes d'aide. On a eu un exemple là dans le domaine culturel où effectivement existe déjà un dispositif qui permet de travailler en lien avec Nantes Métropole, avec le département, avec la région, etc., avec la ville de Nantes, pour avoir une instance où on peut réfléchir un soutien partagé. Et vraiment, nous, on aimerait, si c'est possible, essayer de construire un petit peu, pas quelque chose d'aussi abouti parce que ça prend du temps et que là, on en manque un petit peu quand même, mais de construire en tout cas un début de relation qui nous permette d'aider les associations de manière plus organisée à plusieurs, avec l'idée que la coopération va être favorable à tout le monde.
Voilà. Et donc, dans les perspectives concernant le fonds, la perspective qui va être présentée, soumise au conseil municipal de décembre, est donc la reconduction du fonds pour un même montant sur l'année 2021, avec la demande de pouvoir mettre sur cette enveloppe 2021 l'éventuel solde de l'enveloppe 2020 qui resterait disponible à l'issue du conseil municipal. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà 7 dossiers qui sont arrivés. Donc, quand on se dit 22 dossiers sur toute l'année 2020, là, on est donc sur le tout début des instructions pour 2021. On a déjà 7 dossiers qui sont arrivés. Donc, on sait que ça va être un petit peu plus, quoi. Donc après, je vais peut-être laisser mes collègues parler elles-mêmes du fond, et puis je parlerai plus tard des autres besoins qu'on a constatés durant toute cette période-là. Super, ouais, on peut faire ça, dissocier un peu ça, les autres besoins, parce que je pense que ce serait aussi l'occasion de traiter de la question des reprises d'activité, alors même si on ne sait pas exactement quand elles pourront se produire, mais en tout cas, on sent, moi, dans les autres ateliers qu'on a fait là, au cours des rencontres, voilà, c'est l'accompagnement à cette reprise est une vraie question, et le fait de renouer aux adhérents me semble être aussi un défi qui va être devant nous. Françoise, je te laisse continuer sur les mêmes questions, bilan, constat et perspective. Alors, en point négatif, moi, j'en ai qu'un. C'est les délais. On a une charge de travail qui était énorme sur des délais extrêmement courts entre le moment où les assos pouvaient déposer leur dossier, pour vous donner une petite idée, hein, et où les élus se réunissaient. Il y avait parfois que 4 jours, week-end inclus. Et pas la peine de vous dire que les dossiers ne nous arrivaient pas forcément très tôt. Enfin, les 3/4 des dossiers sur une session arrivaient souvent vers 11h minuit de la date indiquée, hein, forcément. Donc les délais courts, ça c'est vraiment mon regret, ne nous ont pas permis de travailler dans des conditions vraiment favorables, parce que parfois, quand on sentait que le dossier était un peu mal ficelé, on essayait d'appeler les assos, mais quand c'est un dimanche ou un jour férié, elle ne répond pas forcément. Donc, ça pose un sujet. C'est aussi pour ça qu'on a essayé d'opérer certains reports quand on voyait que c'était possible dans la trésorerie. Mais ça, c'est vraiment l'aspect négatif. Mais après, c'est un fonds d'urgence. Donc, dans l'urgence, il faut traiter l'urgence. Mais sur l'île, on n'était pas suffisamment, un petit peu comme l'a dit Marie-Noëlle, on n'est pas beaucoup d'instructeurs. Donc, c'était un peu chaud. Donc moi, j'ai vu surtout du positif sur ces 3 sessions de fonds de soutien. Pour en avoir beaucoup discuté avec les assos, ça leur a vraiment donné un souffle, hein, parce qu'elles étaient vraiment, pour certaines, très, très, très impactées. Et même pour les petites qui l'étaient un peu moins, c'était quand même ce souffle-là qu'il leur fallait. Moi, j'ai senti lors du premier confinement que les assos, elles n'allaient vraiment pas bien, en dehors de l'impact financier, hein. Elles n'allaient pas bien. Et j'ai trouvé aussi, même sur l'île, où il y a vraiment une reconnaissance de la vie associative, ce fonds d'1 million, c'était une reconnaissance complémentaire. Politiquement, on ne les abandonnait pas, quoi. Parce qu'à côté de ce fonds, il y avait eu quand même le maintien des subventions, l'exonération des loyers, et des aides des assos qui ont été amenés à faire des opérations été pour essayer de maintenir à flot leur trésorerie. Donc vraiment sur les points positifs, je trouve que ça a vraiment, je trouve que la reconnaissance associative, là c'est vraiment politiquement, c'est montré que les associations ont vraiment toute leur place au sein de la cité. Ce que j'ai constaté de positif également, parce que nous, on a beaucoup accompagné les assos, notamment sur les visioconférences pendant le premier confinement, ce qui n'était pas évident pour certaines, hein, ce n'était pas de l'acquis, hein. Je ne sais pas si pour les autres villes, c'est pareil. J'ai constaté au travers de ce fonds de soutien que les assos avaient compris qu'il fallait commencer à être… ont vraiment fait preuve d'agilité, et notamment les assos culturels,
avaient très envie de reprendre, et du coup, une autre manière de fonctionner et avoir envie de penser autrement et d'avancer autrement. Alors, ce n'est pas valable pour toutes, hein, mais en tout cas, le constat que je fais sur les 122 dossiers, c'est vraiment l'envie de faire autrement, à croire qu'elles avaient deviné que ça allait encore durer pas mal de mois. Donc ça, c'est vraiment pour… Alors, sur les perspectives, alors, au jour d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, alors nous, ça a été voté au conseil municipal d'octobre, on est en décembre. Aujourd'hui, on ne voit pas encore l'impact de ce second confinement. Donc, pour l'instant, il y a un souffle qui a été donné. Donc, on a mis en place un comité de pilotage interpartenaire qui permet justement d'avoir une veille sur ce qui se passe là actuellement sur les difficultés associatives, de pouvoir gérer éventuellement les urgences à moyen terme, il a cet objet-là aussi, et de s'outiller pour accompagner les structures éventuellement. Tout à l'heure, je citais l'exemple, on envoie beaucoup de liens actuellement sur les aides gouvernementales notamment, mais par contre, à force d'envoyer des liens, on se rend compte que les assos ne répondent pas forcément, et puis du coup, on s'est dit, on va peut-être les cibler un peu plus. J'ai constaté également que aider les assos financièrement, c'était bien, mais la fermeture des structures, c'était autre chose. Donc nous, on a décidé avec l'équipe, dès la fin du premier confinement, de réouvrir complètement aux assos, en soirée, le week-end, parce que pour certaines, elles vivent de l'activité qu'elles mènent à la MDA. Donc on s'est dit, ça, il faut le maintenir. Alors là, quid de ce qui va se passer d'ailleurs, il ne faut pas le dire, mais on est fermé, mais on est un petit peu ouvert quand même aux assos. Voilà. Donc, quid de ce qui va… Alors, toujours dans des mesures sanitaires strictes. Voilà, on respecte les distanciations, le masque, etc. Mais ça, c'est voilà, c'est un plus. Je pense que l'ouverture des équipements, quels qu'ils soient, va être primordiale là, sur les semaines, les mois qui arrivent. Même si là, la période de Noël, ça va être un peu flou, mais en tout cas, en janvier, ça va être primordial pour la continuité d'activité. Je pense que j'ai fait le tour. Je trouve aussi que les associations ont besoin de retrouver des locaux. Il faut réouvrir les sites absolument, parce qu'il n'y a pas que les associations qui ont morflé, j'ai envie de dire, il y a aussi les adhérents. Pour certaines associations, j'en cite qu'une comme ça au hasard parce qu'elle m'en a parlé, SOS Homophobie, le fait de ne plus être en contact direct avec ses adhérents. Parce que la visio, c'est bien, mais ça ne fait pas un tout. Hein. Et de pouvoir réouvrir nos structures, notamment maisons des associations, ou nos salles, pour que les adhérents puissent se rencontrer, ça me paraît essentiel également. Dans les perspectives. En tout cas, nous, on l'a testé après le premier confinement et vraiment, il y a eu c'est pas moi qui parle là, c'est vraiment le monde associatif qui me l'a dit, les adhérents ont besoin de revoir leurs associations. Et surtout pour certains types d'associations où il y a vraiment voilà, l'isolement, les difficultés diverses et variées. Donc ça, il va falloir qu'on soit très attentif à ça. Parce que c'est vraiment primordial. Et ce qu'on a constaté également à la rentrée de septembre, c'est qu'il fallait absolument mettre en avant tous ces bénévoles associatifs qui avaient œuvré durant le confinement, qui œuvrent encore, et ceux qui ont œuvré dans l'ombre. Donc, on a fait le choix de faire une rentrée un peu particulière ici à Lille, une rentrée des assos. Bon, financièrement, on n'a pu en valoriser que 20, mais lors des trophées de l'engagement, on en valorisera beaucoup plus de bénévoles. Mais très clairement, il y a un besoin aussi de valoriser l'action associative. J'ai senti que ça a donné un plus, en tout cas. Complètement. Du coup, je me permets même de citer ce que vous avez fait comme l'initiative que vous avez prise sur les petites vidéos que vous faites des différentes associations. J'invite chacun à aller voir sur la page Facebook de la MDA de Lille, Maison des associations de Lille, où vous verrez ces petites vidéos qui permettent à chaque bénévole d'association de présenter un peu son activité. Et c'est vrai que, voilà, on parlait de reprise. C'est un appel aux bénévoles, en fait.
Tout à fait. On parlait de reprise d'activité. Voilà, ce sera aussi des petits éléments comme ça de valorisation qui permettront aussi aux assos de gagner en visibilité puis de renouer avec leurs adhérents. Noémie, je te laisse poursuivre sur les bilans, constats, perspectives. Alors, sur le bilan, nous, ce qu'on en retire au niveau de la ville de Nantes, c'est que c'est vrai qu'on a pu initier une coordination interservice qui est intéressante et qui va perdurer, je pense, par la suite. C'est qu'on a pu mettre en place un process d'instruction qui a fonctionné. Et pour nous, c'est une bonne chose et c'est vraiment une réussite en termes de coordination du dispositif. Donc, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement continuer dans cette optique-là et en tout cas de renforcer les outils de collaboration avec les directions. Après, en point positif aussi, ce qu'on en retire, c'est que malgré le contexte et la fermeture de nos services et le travail à distance, on a pu vraiment maintenir le lien avec les associations et pouvoir avoir un suivi individualisé des structures qui nous faisaient remonter leurs difficultés. Donc ça a été vraiment un point important et les associations, du coup, savaient qu'elles avaient un appui et qu'il y avait un soutien possible de la ville. Donc, je pense que, bon, après, je parle pour les associations, elles pourront aussi, je pense, éventuellement, peut-être compléter aussi ces avis-là. Mais après, on a aussi, dans la collaboration interservice, le rôle du contrôle de gestion pour nous a été important. Jusque-là, il était consulté ponctuellement pour des avis sur des situations difficiles d'association. Et là, étant donné la situation, le contrôle de gestion a été vraiment partie prenante de ce dispositif et ça a vraiment permis même pour les instructeurs des autres directions, d'avoir un interlocuteur au contrôle de gestion, de savoir qu'ils sont là, qu'ils sont en appui aussi pour les aider à analyser les situations associatives. Donc, je pense que ça, c'est pareil, c'est des choses qui vont perdurer, qui vont s'ancrer dans le temps en termes de fonctionnement au niveau de la ville de Nantes. Après, sur les aspects négatifs, c'est que on n'est pas encore au point sur les outils de gestion. C'est que même si on s'est appuyé sur les espaces collaboratifs, on reste sur un outil Excel de gestion de la demande de subvention sur le fonds Covid. Et même si pour les subventions classiques, on a un outil de logiciel qui nous permet de traiter les subventions. Mais là, c'est vrai qu'on n'est pas encore au point en termes de coordination et d'outils de coordination. Et je pense que ça se travaille parce que l'espace collaboratif, on n'y est pas tous habitués. Et voilà, ça a pu entraîner des couacs et des frustrations dans la gestion de ce tableau. Et je pense que là, ça mérite aussi encore un peu de perfectionnement au sein de nos équipes. Et puis après, ce qu'on a constaté aussi, c'est que on a très très vite mis en place le fonds, mais au final, les associations n'ont pas tout de suite saisi parce qu'il y a eu on l'a constaté à la rentrée, un effet d'attentisme. En tout cas, les associations ont peu sollicité le fonds au début. On avait une vingtaine d'associations à l'été, à la rentrée, qui avaient sollicité le fonds et au final, je pense qu'il y avait aussi une attente de voir un peu l'impact de la reprise du déconfinement et de la reprise des activités à la rentrée. Mais par contre, c'est vrai qu'on a eu énormément de dossiers. Comme les collègues, je partage un gros volume de dossiers qui est arrivé vraiment au dernier moment pour clôturer l'année 2020. Et donc, ça a demandé là un travail de coordination qui était du coup assez intense et il fallait solliciter l'avis de l'ensemble des directions sur un délai très, très court. Et donc, ce qui a accéléré les instructions et qui a un peu de frustration aussi en termes d'instruction. Donc, ça va être les points négatifs qu'on a pu aussi pointer. Après, en termes de perspective, donc, sachant que l'enveloppe a été consommée pour moitié sur la vie associative, donc elle va être renouvelée en 2021. On a déjà une trentaine de dossiers là qui sont en attente d'instruction pour le premier conseil municipal en février. Après, voilà, ça va être de continuer le lien avec les associations à partir de janvier, de refaire le point avec ces structures qui nous ont sollicité pour vraiment voir aujourd'hui, là aussi, l'impact du deuxième confinement, voir comment on peut les accompagner et éventuellement revoir aussi nos modalités d'accompagnement et de soutien sur 2021 en plus du soutien financier. Donc là, on va travailler avec nos partenaires ressources pour éventuellement travailler à des accompagnements spécifiques, sachant que là aussi, un premier constat qu'on a fait, c'est que les dossiers qui arrivaient on constatait des difficultés pour les associations à s'approprier les outils de gestion comptable. Et donc, remplir un plan de trésorerie, remplir un budget prévisionnel, fournir un bilan, c'est des choses qui sont, pour la majorité des associations, pas encore acquis et qui, en fonction de toute façon aussi de la taille, n'est pas forcément encore intégré dans leur fonctionnement.
Et donc, il y a vraiment, je pense, aussi un travail d'accompagnement sur les outils de gestion, et on l'a constaté encore avec l'ensemble des partenaires du département sur cette question-là. Donc, on va y réfléchir. Et spécifiquement sur le fonds Covid, la semaine prochaine, on va proposer un webinaire justement pour l'ensemble des associations nantaises pour leur expliquer encore comment fonctionne le fonds Covid et quel est l'intérêt des pièces comptables qu'on leur demande, et pour pouvoir aussi les aider, que ce soit pas un frein, que les pièces comptables ne soient pas un frein pour pouvoir solliciter la ville, en tout cas pour la partie soutien financier. Ok, bah ça va nourrir les programmes de formation, tout ça. Je vais peut-être rebondir, si tu veux bien, Ouais. Sylvain, sur ce que vient de dire Noémie par rapport aux documents comptables. Effectivement, on a repéré aussi, nous, cette difficulté pour certaines associations, et parfois, dans des petites associations, le fait de ne pas du tout avoir de bilan comptable. Donc, effectivement, là, on a adapté. Quand je disais qu'on est allé au téléphone avec les assos, on est allé parfois jusqu'à leur dire, bon, bah, du coup, vous, vu le volume financier, contentez-vous de nous faire une capture d'écran du solde bancaire au 30 septembre, par exemple, etc., de manière à ne pas aller mettre les associations dans des inquiétudes par rapport à des documents comptables. Mais effectivement, derrière, on a fait toute une liste d'associations à inviter en formation. J'imagine, ouais. Bah, c'est pas le plus aisé, hein, le bilan non plus. Si on n'en a pas depuis un moment, c'est pas facile à reconstruire. Et je ne sais pas si du coup je parle des autres besoins. Ouais. Tu peux continuer. Ouais. Et donc, du coup, nous, pendant cet échange avec les associations, ce qu'on a vraiment vu, c'est qu'elles avaient besoin de partager et de faire remonter leur réalité. Alors, je redis là, je pense que c'est une évidence, mais c'est bien de le redire. On a relayé l'enquête nationale RNMA, Mouvement Associatif Recherche et Solidarité, et on continuera à faire ça autant que ce sera possible, de manière à ce que les informations du terrain remontent et que les prises de décision politiques puissent être le plus possible nourries par des réalités du terrain, d'une part. On a vraiment constaté aussi le souhait des associations de s'approprier les outils numériques, que ce soit pour les réunions, pour les assemblées générales, voilà, pour des temps d'échange. Et là, on n'a pas hésité, nous, à aller nous-mêmes apprendre et découvrir du côté de ce qui a été mis en place, soit, encore une fois, par le RNMA, par exemple, alors sur la région nantaise, on a eu beaucoup de choses proposées par la DRD JSCS avec la Ligue de l'enseignement et le mouvement associatif. Donc, on est allé pas mal chercher ces informations qu'on essaie de relayer à notre tour en direction des associations. Et on s'est rendu compte qu'une des bonnes manières, c'était de faire des propositions de réunions en visio, mais de réunions thématiques, parce que c'était là où on pouvait vraiment toucher les associations, et on a testé une déjà qui a très bien marché avec, pour nous, 35 associations participantes qui étaient en direction des associations sportives, sur le fait de pouvoir évoquer avec elles justement les réouvertures partielles ou pas des différents équipements sportifs. Donc on était un peu inquiets au départ parce qu'on n'en avait jamais organisé, et comme on a vu que l'outil mis à disposition par la ville de Saint-Herblain nous permettait de le faire, on ne va pas se priver de continuer, et on a déjà prévu une deuxième réunion, enfin deux réunions, une deuxième réunion sur l'accompagnement justement aux demandes de soutien, quelles qu'elles soient, et puis une demande aussi sur l'accompagnement aux âgés à distance ou aux outils numériques pour travailler à distance. Mais par contre, on a une question vraiment récurrente, et ça, on voudrait réfléchir à savoir comment bien la traiter, dans la mesure où beaucoup d'adhérents des associations aujourd'hui qui ont été extrêmement actifs à laisser leur cotisation à l'association sur la saison 2019-2020 sont peut-être aujourd'hui dans une autre démarche. Les associations s'inquiètent énormément, et il y a une question qui nous remonte très très souvent, c'est vraiment comment les associations pourraient-elles faire pour pouvoir donner, par exemple, un reçu de défiscalisation à des adhérents qui accepteraient de laisser leur cotisation. Donc, évidemment,
Aujourd'hui, on leur dit ouh là là, attention à la responsabilité que vous prenez en faisant ça. Mais à force de voir vraiment beaucoup d'associations en parler, on se demande si ça ne vaudrait pas la peine je ne sais pas moi, d'une démarche ponctuelle différente de l'habitude. Voilà. Parce que le rescrit fiscal, là pour maintenant, tout de suite, évidemment, ce n'est pas possible. Évidemment, bonne suggestion, peut-être à réfléchir, à étudier, et puis à faire remonter si elle est effectivement partagée par différentes assos. Peut-être une question de Véronique sur les annulations de manifestations. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu maintien des subventions liées à ces manifestations annulées? Et est-ce que ce dispositif de maintien de la subvention était cumulable avec le fonds de soutien, ou est-ce que c'était soit l'un soit l'autre? Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut prendre la parole là-dessus. Je veux bien, si tu veux, Sylvain. De notre côté, sur la question des manifestations annulées, si l'association avait perçu la subvention, donc il n'y avait pas la collectivité s'est engagée à ne pas réclamer les fonds versés. Et si l'association était en cours d'instruction, donc il y a eu une analyse et plutôt un accompagnement particulier de chaque association pour savoir quelles étaient les dépenses qu'elles avaient engagées, et éventuellement les orienter du coup vers le fonds Covid pour compenser ces dépenses qui avaient été engagées pour des manifestations qui n'avaient pas lieu. Pour ce qui nous concerne, en fait, pour les manifestations qui n'ont pas eu lieu et pour laquelle la subvention avait déjà été attribuée, la subvention a été maintenue. Par contre, les élus ont souhaité que les associations, autant que faire se peut, rémunèrent les intervenants, particulièrement les intervenants culturels qui étaient prévus et déjà engagés sur ces manifestations-là. Je n'ai pas de cas de demande dans le fonds herblinois qui ait été formulée par une association qui avait déjà perçu une subvention en projet. Ok. Mais potentiellement cumul possible, si ça arrivait? Prise en compte, en fait, de manière assez logique, la subvention déjà attribuée aurait été prise en compte dans le calcul de l'écart. Donc, voilà. Donc encore une fois, la réponse serait comptable. Franchement, sur ce fonds, la réponse est très souvent comptable. Ok. Françoise, quelque chose à ajouter là-dessus ou... Moi, je l'avais évoqué, les élus ont choisi de maintenir l'ensemble des subventions, même si les actions n'avaient pas lieu. Alors, bien évidemment, nous, techniciens, on regardait dans le dossier de fonds de soutien si ces subventions apparaissaient bien dans les budgets. Je veux dire, il n'y a pas eu de... Il y a peut-être une asso de tête, hein, peut-être une asso qui a oublié ou pas, hein, je ne sais pas, d'inscrire sa subvention, mais très clairement, les élus ont bien fait la différence entre le fonds de soutien, fonds d'urgence, l'impact et le maintien des subventions, qui était un vrai geste politique, en fait. Ok, merci. Bon, je vois qu'il est 16h01. Je vais répondre à la question de Véronique sur la question de l'enquête Covid, la prochaine enquête Covid qui pourrait être menée par le RNMA et le mouvement associatif. Alors oui, il en est bien prévu une prochaine. A priori, début d'année prochaine, on imaginait avoir un impact à moyen terme. Voilà, on n'anticipait pas forcément non plus une durée aussi longue de cette situation. Bon, en tout cas, l'idée étant de faire le Covid un an après. Donc, ce serait certainement une enquête qui se déroulerait à partir de mars prochain. Voilà, elle est en préparation actuellement avec nos partenaires et je vous invite forcément à la relayer auprès de vos assos et à y répondre vous-même pour faire part un peu des réalités que vous rencontrez, parce que voilà, c'est forcément des aides précieuses à la décision par la suite et puis à la compréhension des phénomènes, parce qu'on est quand même dans une situation particulièrement inédite.
Du coup, je vais peut-être proposer, je ne sais pas, si vous le souhaitez, un petit mot de conclusion à chacune d'entre vous. Et après, on pourra peut-être clôturer cette conférence. Si vous le souhaitez, si vous avez quelque chose qu'on aurait oublié et qui vous brûle les lèvres à partager avec les uns et les autres. Je vais peut-être juste dire que ça nous conforte dans l'idée que avoir mis en place une porte d'entrée pour les associations qui souhaitent entrer en relation avec la ville, c'est vraiment une très bonne idée. Et dans cette période-là, on voit que les associations savent nous trouver, donc ça, c'est vraiment chouette. Et moi, ils n'entendent pas là, mais j'ai une pensée, je voudrais remercier l'équipe qui y travaille parce que effectivement les coups de fil vers les assos à des horaires qui sont plutôt habituellement ceux de la vie de famille ont été, ou même le week-end, ont été fréquents. Et je pense que les associations ne s'y sont pas trompées non plus, elles ont bien compris que tout le monde était dans la même lutte contre la difficulté pour tout le monde. Et peut-être qu'on a un petit peu plus à réfléchir avec elles la suite à donner pour ce qui nous concerne et un petit peu plus à travailler avec toutes les personnes qui nous entourent. Je crois que je vais commencer par appeler Noémie d'ailleurs. et tout va aller pour le mieux très bientôt, bien sûr. Bah écoute, moi ça me va très bien comme conclusion, hein, la question de la coopération, la question aussi de la concertation du travail avec les associations. Je pense que c'est deux axes un peu fondamentaux et on parle souvent de comment on bouge, comment on invente le monde d'après, même si bon, c'est un peu galvaudé comme expression, mais quoi qu'il en soit, je pense que dans les pratiques, dans les postures et les manières de faire, s'il y avait des choses à faire évoluer, peut-être que ces deux points sont des éléments qui me semblent aussi importants. Du coup, on pourrait conclure la table ronde là-dessus. Juste rappeler que forcément, on va faire une synthèse de tous nos échanges qu'on saura vous transmettre le plus rapidement possible. J'ai vu aussi passer notamment une demande de Nicolas dans le chat qui était d'essayer à la fois d'avoir des éléments complémentaires sur vos différents fonds. Donc, on va essayer aussi de collecter un peu de matière, si vous en êtes d'accord, pour pouvoir la transmettre aux participants de cet atelier. Et des exemples un peu concrets aussi, peut-être, de dossiers soutenus ou d'associations qui ont pu bénéficier. Voilà, en toute confidentialité, bien entendu. Mais voilà, ça pourrait être aussi à titre d'illustration des choses intéressantes. Donc, je vais tous vous remercier pour votre participation à l'atelier, pour vos questions. Et voilà, on saura revenir très rapidement vers vous. Bonne journée à tous. Et puis, on clôt ici cette table ronde. Et merci beaucoup à mes trois intervenantes de choc. Merci à vous. Bonne fin de journée.